intervenants. Alors, avant de commencer, je vais juste vous présenter comment ça va se dérouler. Donc, je vais commencer par vous donner à chacun une quinzaine de minutes pour présenter votre propos. Ensuite, je vous poserai une question ou deux. On fera un premier tour des quatre intervenants et ensuite, je vous donnerai 5 minutes additionnelles pour répondre à l'une des interventions des autres et on ouvrira aux questions-réponses. Donc, avant toute chose, je commencerai par présenter nos intervenants. Alors, je présente le professeur Haj Khalifa qui nous a fait le plaisir d'organiser ce webinaire. Donc, professeur Haj Khalifa Slema est professeur en banque et finance et consultante et elle est responsable de la chaire PME-TPE au groupe ISCAE. Nous avons aussi la présence du professeur Marim Ahardan, qui est enseignant-chercheur en sciences de management au sein du groupe ISCAE. Elle est executive coach d'équipe HEC Paris, facilitatrice en co-développement professionnel, certifiée CECODEV Paris, praticienne narrative, elle est en cours de certification, et elle est membre de l'Association québécoise de co-développement professionnel. Alors, nous avons également avec nous M. Adil Boudist, qui est ingénieur textile, DG de Colorway, membre de la MIT et secrétaire général de la Chambre d'industrie et de commerce portugaise. Nous avons également avec nous M. Mustafa Al-Jay, qui est docteur en sciences de gestion, expert en banque et membre de la CGM. Et last but not least, Dr Azla Zaoudi, qui est professeur à l'ISCAE et spécialiste en économie monétaire et financière. Donc, avant de commencer, je donnerai la parole au professeur Haj Khalifa, qui est experte en banque et finance, pour qu'elle nous dise un peu comment elle voit la relation entre l'entreprise et la banque dans ce contexte particulier du Covid-19. À vous la parole, cher professeur. Ouvrez le micro. Selma, ouvrez le micro. Voilà, excusez-moi. Oui, ils sont ouverts. Très bien. Donc, je tiens tout d'abord à remercier tous les invités, les orateurs universitaires et praticiens pour d'avoir participé, d'avoir accepté solennellement de participer à cette visioconférence. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de saluer la stratégie mise en œuvre par le Maroc pour lutter contre le coronavirus. Et je pense que selon le Paraguayan Agence, la stratégie mise en œuvre aujourd'hui par le Maroc est l'une des meilleures au monde, particulièrement par rapport à la pertinence et par rapport à la clairvoyance de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la riposte au Covid-19. Alors aujourd'hui, on est réunis autour d'une thématique qui interpelle, je pense, tout le monde. La relation entre la PME et la banque. Avant cela, il est important quand même de rappeler un arsenal de mesures qui a été mis en place, d'importants filets de sécurité ont été mis en place à travers, bien évidemment, le revenu minimum, effectif début avril, une durée de 3 mois à destination pratiquement de 810 000 travailleurs du secteur formel ayant perdu l'emploi. Aujourd'hui, le pays dispose de grandes quantités de produits, bien évidemment de masse, qui sont produits par des industries de textiles locaux et nationaux. Rappelons aussi que le Maroc aussi a une longue expérience dans le déploiement d'hôpitaux de campagne dans plusieurs pays dans le cadre d'opérations humanitaires bilatérales et aussi avec les Nations Unies. Je pense que dans ce cadre-là et en parallèle, on est dans une situation, un état comateux, particulièrement dans le contexte qui n'est déjà pas du tout favorable. Selon le Haut Commissariat au Plan, déjà en 2020, il a annoncé une année qui était très, très difficile à cause de la sécheresse qui persistait. Cette situation s'est amplifiée davantage avec la crise du coronavirus qui a aggravé davantage la situation de la PME et qui est d'ailleurs en première ligne. Et comme on dit, le nerf de la guerre actuellement, le nerf de la guerre normalement, ce sont les banques. Parce que le problème économique le plus grave, c'est le manque de liquidité. Je pense que c'est le problème qui confronte actuellement toutes les PME, toutes les TPE, tous les auto-entrepreneurs. Et c'est en fait dans ce contexte-là que s'inscrit cette visioconférence. Monsieur Bill?
votre... Très bien. Et donc, je pense que la crise aujourd'hui que nous vivons, c'est une crise dans laquelle on relève pratiquement tous les défis, sont à surmonter, collectivement qui prend. Et donc, aujourd'hui, la situation actuelle ne peut être comparée à aucune situation. Depuis plus d'un siècle, c'est une crise qui est inédite pour l'ensemble de toutes les sphères, de toutes les sociétés. Il y a pratiquement tous les secteurs sont impactés. Il n'y a aucun secteur ou presque n'est à l'abri. Hormis l'alimentaire, la santé, les produits d'hygiène, je pense que tout le monde aujourd'hui souffre du même problème et souffre en ce moment. Je pense qu'il est important quand même de nous nuancer, c'est qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Alors, par rapport à cela, je pense qu'il y a l'industrie qui avait déjà subi un coup de frein, d'accord, avec la fermeture notamment de plusieurs lignes, plusieurs sites qui dépendent particulièrement, il y a les usines chinoises qui ont fermé, il y a aussi plusieurs sites qui dépendent des intrants, venant notamment de la Chine, venant de l'Italie, venant de la France et même de l'Inde. Le secteur le plus touché aussi, c'est le tourisme. On sait très bien que le tourisme représente plus de 500 000 emplois, plus de 8 500 entreprises. Il va perdre pratiquement 34 milliards de dirhams, plus de 3 millions d'euros, donc c'est de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Donc ce n'est pas évident quand même. Ça, c'est des chiffres qui sont avancés par M. Abdeltef Rabbaj, qui est président de la Confédération générale du tourisme. Et il y a aussi des avions qui sont cloués au sol. Et donc, quand même, c'est une année assez catastrophique en termes d'impact socio-économique. Et c'est dans ce contexte-là que je pense que les banques doivent apporter quand même des mesures appropriées pour apporter des éléments de réponse à toutes les couches, bien évidemment, et à tous les acteurs qui sont impactés. Il y a quand même un ensemble de mesures qui ont été mises en place qu'il faut rappeler, à savoir les actions déployées particulièrement par l'État. Face à cette situation inédite, il y a bien évidemment, la CGM a demandé bien évidemment la suspension des charges fiscales au 31 au 31 mars, pardon, et la déclaration du Covid d'ailleurs a intensifié davantage les mesures annoncées. Et il y a les salariés affiliés à la CNSS qui aujourd'hui bénéficient bien évidemment d'un salaire de 2000 dirhams net par mois et qui sera versé par le fonds de gestion de la pandémie. Donc, c'est tout un soulagement pour ces salariés. Il y a aussi un moratoire a été accordé aux PME et TPE pour les crédits, les leasings de 3 mois. Il y a aussi, bien évidemment, les entreprises qui réalisent réalisent un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de dirhams. Rien ne change pas, malheureusement, sur le plan fiscal, parce qu'un report pourra être accordé justement à celle qui a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 20 millions de dirhams. Donc, il y a en parallèle aussi, il y a d'autres mesures qui ont été mises et déployées, notamment des mesures paramétriques immédiates par la CCG. Et je tiens quand même à saluer l'effort qui a été apporté par la garantie institutionnelle et d'ailleurs qui permet davantage de créer cette additionnalité financière, à savoir l'extension automatique de la garantie pour les crédits qui sont déjà accordés aux entreprises en cas de rééchelonnement au profit des entreprises qui sont impactées. Il y a aussi le rééchelonnement du remboursement des dettes dans le cadre du fonds TMOIL pour les entreprises qui bénéficient déjà de ce fonds TMOIL. Il y a aussi, alors aujourd'hui, le chiffre que j'ai pour le produit de garantie Covid, il y a 14 000 entreprises ont pu bénéficier, dont la majorité sont des TPE. Et parmi aussi les produits phares, il y a Daman Oxygène que je reviendrai plus en détail par rapport à la part de Daman Oxygène et par rapport à toutes les garanties apportées et proposées par la garantie institutionnelle dans ce cadre-là. Voilà. Oui? Oui. Oui?
Oui, Madame Ahardan, vous voulez intervenir? Nabil? Monsieur... Oui, Oui. alors moi, je voulais juste, avant de donner la parole, revenir en tant que, de par votre qualité d'enseignante et d'ancien consultante, si vous devez donner un ou deux conseils aux patrons de PME dans cette conjoncture, comment faire pour gérer une trésorerie tendue? Aujourd'hui, les commandes se sont effondrées, les charges se maintiennent, c'est vrai qu'il y a les facilités bancaires, mais est-ce que cela est suffisant pour passer le cap, sachant que des entreprises peuvent ne pas survivre? Alors, comment gérer la trésorerie en bonne père de famille pendant cette période un peu délicate? Alors, pour moi, la question, c'est ça? Oui, oui, c'est pour vous, c'est Oui. pour vous, c'est Alors, pour vous. écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que le principal problème que rencontrent la plupart des PME, TPE et auto-entrepreneurs, c'est l'information. Alors, je pense que avec le confinement, c'est encore difficile d'avoir accès à l'information. Je pense que la garantie institutionnelle qui a été proposée par le ministère des Finances, à travers, bien évidemment, le Daman Oxygène, qui représente déjà, pour vulgariser, il y a un écho. Alors, pour vulgariser, Daman Oxygène, c'est quoi? C'est un produit découvert qui est exceptionnel pour différer les charges, à savoir les salaires, le transport, les charges urgentes du loyer, et donc appliquer un taux réduit où Banque Maghreb, bien évidemment, a fixé 200 basis points ou 2% pour le refinancement des PME. Et donc, finalement, le crédit, il est à 4%. D'accord? On a appliqué un taux réduit de 4%. Et donc, en fait, ce crédit ou ce produit d'Aman Oxygène concerne les entreprises qui ont épuisé toutes les lignes de financement avec les banques et donc aussi les entreprises qui n'ont pas accès à des lignes de financement. C'est-à-dire que le montant finalement qui est plafonné, je tiens à rappeler ces éléments parce que des fois, on n'a pas accès à l'information. Le montant est plafonné à 20 millions de dirhams pour les entreprises pour les entreprises qui ont bien évidemment déjà une relation avec la banque et à 5 millions de dirhams pour les entreprises qui n'ont pas de relation avec les banques, avec bien évidemment une garantie allant jusqu'à 95%. Pour les montants inférieurs à 75 000 dirhams, aucun justificatif n'est requis. Ça, c'est important. Alors, par rapport à votre question, je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment difficile. Et moi, je le réitère tout le temps dans mes sorties médiatiques. Un auto-entrepreneur, une PME, une TPE, c'est une gestion multidisciplinaire parce que c'est pas évident d'être patron de PME, de faire le volet financier, RH, SI, aujourd'hui le digital qui s'impose. Je pense qu'il est important à ce qu'on se retourne aujourd'hui aussi sur une réorganisation en interne, à ce qu'on améliore nos process, à ce qu'on digitalise davantage, à ce qu'on investisse sur ce volet qui aujourd'hui, ce n'est plus un luxe digital, c'est une nécessité pour survivre. Et vient à côté de cela l'apport de l'État, l'apport de la banque, l'apport des confédérations, l'apport des acteurs qui doivent aujourd'hui, on n'est plus dans des questions fâcheuses, on n'est plus dans des relations fâcheuses, mais on est plus dans une survie. Et donc, cette survie nous impose d'être collective, nous impose de créer, et c'est l'objectif aussi aujourd'hui du monde universitaire, de l'éducation, de la recherche, c'est qu'aujourd'hui, mettre à la disposition de ces porteurs de projets, de ces PME, de ces TPE, des guides de fonctionnement, des réponses à leurs préoccupations pour se restructurer en interne. Je pense que la restructuration aujourd'hui, c'est le maître mot de la survie. Et je pense que la banque, elle a un rôle important. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une entreprise, une PME a des difficultés de liquidité, elle a besoin de conseils avant tout. Elle a besoin d'accès à l'information avant tout. Elle a besoin de comprendre d'une façon très simple qu'est-ce que c'est le produit, par exemple, le Daman Oxygène. Aujourd'hui, il y a aussi des produits qui ont été offerts, qui ont été proposés avec, bien évidemment, pour les auto-entrepreneurs. Le produit Covid-19, qui est un produit en collaboration. Juste, si vous permettez, professeur, je vous redonnerai la parole par la suite. Je voudrais passer au professeur Azla Arab Zaouti, qui est spécialiste en économie monétaire et financière. Je voudrais qu'il nous donne juste un aperçu global d'un point de vue monétaire et financier de cette crise
du Covid-19 et quel est l'impact aussi bien sur le secteur bancaire que sur l'entreprise en particulier. À vous la parole, professeur. D'accord. Tout d'abord, en fait, je tiens à réitérer mes remerciements pour m'avoir invité, à Madame Salma, donc de m'avoir invité avec l'illustre panéliste d'aujourd'hui dans ce webinaire. Pour la question de genre, donc je vais entrer au vif peut-être du sujet. Donc pour la question, vous m'entendez, c'est ça? On vous entend, professeur. On vous entend très bien. Allez-y. Alors, pour la question de relations banque TPE, PME allant de Covid-19, en fait, il faut noter que les TPME pâtissent aujourd'hui de plusieurs difficultés, et ce malgré les efforts entrepris en la matière. C'est vrai, bien sûr, on salue le gouvernement pour l'ensemble des mesures entreprises en la matière pour endiguer en fait la pandémie et tout, mais maintenant on est déjà dans une phase où on pense déjà on réfléchit donc à la résurgence donc l'après Covid et la question bien sûr de TPE TME s'impose. Donc le constat déjà c'est que cette population en fait d'entreprises pèse lourdement, donc c'est représente 93% de l'ensemble des entreprises. Donc avec les TPE qui représentent 70% plus ou moins, et les PME pour plus de 25%, donc il reste 7%. Donc dans d'autres chiffres, c'est 2% pour les grandes entreprises. Mais donc le constat, c'est ça. Donc ils pèsent lourdement alors que ils sont peu en fait servis par le système financier. Bien sûr, il y a des raisons pour ça. Donc je rappelle déjà les propos de Abdallah Al-Ferghi, président de la Confédération, dans ses interventions, qui rappelait que déjà en 2015, 5180 entreprises ont fait faillite. Aujourd'hui, plus de 6000 ont déjà disparu du tableau économique, c'est-à-dire en arrêt définitif. Donc, avec 104, donc l'HCP également, ils ont fait des statistiques aux alentours de 142 000 entreprises. Donc, ce qui représente plus ou moins 30% en fait de la population totale qui sont déjà en mort clinique. Donc, ça, ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Hein. Donc, c'est juste en fait pour dire que il y a un vrai problème. Donc, même avant le Covid, mais encore plus maintenant le Covid avec la pandémie, on met plus de l'huile donc sur le feu. Donc, plusieurs donc 82% de cette petite structure, donc là, rencontre des difficultés de trésorerie. Donc 82% déjà face à ces problèmes, donc recours à leur entourage. Donc 25% seulement qui font recours aux banques. Donc il y a un constat qu'il y a vraiment un problème là-dessus. Et donc, l'accès au financement est important. Maintenant, bien sûr, il y a des efforts en la matière de par le gouvernement pour le rééchelonnement, pour le moratoire, la suspension, etc., le daman oxygène, etc., qui est nécessaire en fin de compte pour permettre à ces entreprises quand même de sortir de la crise. Maintenant, bien sûr, on n'est plus dans la crise sanitaire, en fait, en fin de compte, c'est une crise sanitaire, mais cette crise sanitaire s'est impactée sur l'économie. Peut-être le dégât est plus dans les entreprises que dans l'homme, dans l'humain. Donc bien sûr, il faut entreprendre bien sûr un ensemble de mesures afin de relayer en fait à la problématique. Donc voilà, donc si je dis bien sûr que il y a un problème essentiel, donc elles sont peu servies parce que là bien sûr les banques toujours en fait cherchent à se cacher derrière bien sûr les raisons que ces entreprises sont sous-capitalisées. Il y a un manque de capitalisation de ces entreprises, donc le risque est grand. Il y a le manque parfois de manque donc de compétences techniques des dirigeants. Donc il y a plusieurs quand même problèmes mais enfin oui, les banques donc ils doivent
ses problèmes, il doit de ses problèmes, c'est très bien. Donc, ils sont en connaissance de cause. Donc, les vrais problèmes sont où exactement? Donc là, on peut dire, oui, c'est vrai que ces entreprises, ces TPE, notamment les TPE, donc pâtissent des difficultés, donc souffrent bien sûr. Mais là, bien sûr, il ne suffit pas de dire qu'il y a des problèmes de risques parce que ces entreprises sont sous-capitalisées, il y a un manque de transparence, etc. Mais il faut bien sûr les aider puisque vous connaissez ces problèmes. Et la banque ne doit pas s'attendre à ce que l'État fait tout le travail. Donc le fardeau doit tomber également sur les épaules de ces banques. Ils doivent donc jouer leur rôle parce que ce sont des intermédiaires. Si vous permettez, professeur, juste, je vais être un peu provocateur, mais est-ce que c'est pas dangereux de pousser les banques à aider des entreprises qui ne sont pas viables, qui ne sont pas solvables? Et on peut, dans ce cas, fragiliser et l'entreprise et la banque. C'est vrai que bien sûr le risque actuellement en fait se pose le risque. Bien sûr, il faut qu'il y ait une étude de la solvabilité. Bien sûr, les banques ont raison de faire. Déjà, même s'il y a la CCG, les garanties, etc., enfin, dans le code, c'est à 50%. Donc, les banques, maintenant, le reliquat, c'est-à-dire 50%, donc ils ont le droit, en fait, d'étudier la solvabilité de ces TPE. Mais il faut bien sûr constater quand même que les TPE, depuis la charte déjà de PME en 2001 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la charte, en fait, de 2001, c'est pour les PME. Il n'y a pas de charte jusqu'à maintenant, jusqu'alors pour les TPE. Donc juste pour dire que toujours ces entreprises souffrent toujours. Alors, même bien sûr que leur poids, ils pèsent sur l'économie. Ils ont bien sûr un taux de participation en fait dans le PIB qui reste quand même important. Ils sont un vivier bien sûr pour l'emploi, donc ils sont un vivier de valeur ajoutée donc pour l'économie. Donc tous ces arguments, donc pour moi en fait oui c'est vrai que ce risque se pose, mais cela n'empêche que bien sûr les banques ils doivent donc mettre les mains dans la pâte. Donc on ne va pas toujours dire ils doivent donc aider ces entrepreneurs, surtout les micro-entrepreneurs, les petites entreprises nécessitent beaucoup en fait de subventions, d'aide et également en fait sur le plan managérial, technique, etc. Dans les premières années, les années les plus difficiles. Donc moi je trouve que bien sûr la banque jusqu'à maintenant fait un travail qui est très basique. Très très basique. Donc, bien sûr, ils ont le droit de faire les études de solvabilité et de se cacher derrière, bien sûr, le risque, mais en même temps, ils doivent donc mettre les mains dans la pâte, c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir. Donc, pour moi, c'est surtout en fait de leur participation. Alors, votre propos est clair, professeur. Alors, votre propos est clair. Alors, je vais passer. Je peux intervenir à fac, tout après. Je voudrais juste les laisser vous insulter beaucoup. Ensuite, je vous donne la parole, comme ça vous vous vengez. Ils ont son point de vue. Donc, juste, je vais essayer de voir après, mais je vous donne la parole pour répondre. Je vous donne la parole. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Là, j'interviens en même temps, je réponds, il n'y a pas de souci. Professeur Ahardane, merci de nous honorer de votre présence. Alors, vous, en tant que coach, en ces moments difficiles, là, je rencontre quelques patrons d'entreprise, ils sont complètement désorientés, ils ne savent pas comment gérer la crise. Il y a des gens qui voient l'avenir d'une manière très sombre, ils disent, bon, voilà, je risque de perdre tout mon patrimoine. Déjà, j'ai pas de commande, je dois en plus faire face aux charges salariales et aux frais généraux. Donc, c'est vraiment un moment très, très difficile pour l'entreprise marocaine en général et pour la PME en particulier. Alors, et c'est là où on a vraiment besoin d'entrepreneurs qui ont les nerfs solides. Alors, si vous deviez nous décrire cette situation et d'un point de vue purement humain, outre le fait que le chef d'entreprise soit un citoyen, il a sur ses épaules quand même plusieurs familles dont il doit se soucier, et puis surtout de la survie de son patrimoine. Comment décrivez-vous cette situation, professeur? Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur
ma chère collègue de Hachlifa de m'avoir invité. Alors, je voudrais juste peut-être rectifier. Je suis enseignant-chercheur depuis 1994 à l'ISCAE et j'enseigne le comportement organisationnel et mes recherches portent sur la trajectoire de croissance des PME et la recherche-intervention, et je vais y venir hein, parce que votre question elle est intéressante, et également sur les comportements organisationnels. Donc tout cela, alors effectivement, j'ai une autre casquette, donc je suis ce qu'on appelle un peu slasher. Hein. J'ai une autre casquette, effectivement, qui est coach, executive coach et facilitateur de groupes de co-développement professionnel. Donc tout cela, effectivement, il y a des interactions et c'est assez riche. Alors pour répondre à votre question, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Effectivement, je voudrais quand même faire une petite précision par rapport aux banques, effectivement, et par rapport simplement que beaucoup de choses avaient été faites jusqu'à maintenant. Effectivement, la crise, tout le monde est d'accord pour dire que la crise a été plutôt bien gérée par les autorités. Ceci dit quand même que tout ce que nous avons proposé aux entreprises, petites entreprises, c'est quand même... c'est vrai, les 4% dont vous avez parlé, tout le monde ne peut pas en bénéficier parce que les taux d'intérêt sont assez élevés et c'est vraiment, c'est un peu taper encore un peu plus sur la tête des dirigeants. Cela d'une part, tout le monde ne rentre pas dans ces dispositifs, d'autant plus que même si ces cadeaux qu'on a fait entre guillemets… Éteignez vos micros. Ceux qui n'interviennent pas, éteignez vos micros s'il vous plaît. Ceux qui n'interviennent pas, éteignez vos micros. C'est bon? C'est quand même jusqu'au 30 juin hein, que les petites entreprises et les PME de moins de 20 millions de dirhams, si je ne me trompe pas, ont le droit de bénéficier de ces dispositifs. Bref. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est, et là, je crois que je vais faire peut-être plaisir un peu aux banquiers, et je vais faire un peu plaisir à tout le monde et en même temps, je vais taper un peu sur tout le monde. Parce que moi, j'ai un regard systémique de chercheur et d'accompagnateur hein, des transitions. Moi, j'ai un regard systémique. Alors, moi, je ne dirais pas, c'est pas binaire chez moi. C'est les banques qui ont raison, c'est les PME qui ont raison. Moi, je pense qu'il faut avoir un regard systémique. Il y a l'État, effectivement, qui a fait pas mal, qui a fait beaucoup de choses dans la mesure du possible. Mais je pense que cette crise qu'elle a montrée, et là, je rejoins mon collègue, professeur Azlarab, et qui dit qu'effectivement, vous savez, c'est comme quand vous jetez un cadavre dans une mer, vous partez, eh bien, le corps, il va à la surface. Il monte à la surface. Donc, ce que vivent aujourd'hui les PME et les TPE, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé, ces problèmes de financement, de la confiance, de ceci, pourquoi on ne peut pas avoir, voilà, il faut connaître un tel, il faut avoir tel réseau, ça c'est quelque chose que nous vivons depuis longtemps dans notre pays. Je ne sais pas quelque chose de nouveau, simplement aujourd'hui les projecteurs, effectivement, vu la pandémie, vu la crise, vu l'impact inédit que ça a sur nos entreprises, effectivement, aujourd'hui les projecteurs c'est de tous les côtés. Moi, ce que je veux dire, c'est que je focaliserai. Les banques, on sait comment fonctionnent les banques. C'est pas nouveau. Je veux dire, c'est chez nous et même dans le monde, à un degré ou à un autre, on sait qu'on ne prête qu'à ceux qui sont solvables. Voilà, ça c'est classique chez nous. On le sait. Il faut avoir des gens qu'on connaît, des gens qui vont nous cautionner. Il faut avoir du bien. C'est quelque chose qui est classique. Moi, ma position à moi, c'est que cette pandémie a mis l'humain au centre des réflexions, en fait. De toutes les réflexions que nous pouvons avoir, je pense qu'aujourd'hui, l'humain est au centre. Et pour faire face à cette situation aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, sinon plus que nécessaire, c'est une question de survie des PME et des petites entreprises, eh bien, de revoir leur modèle organisationnel et managérial. Ça ne peut passer que par ça. On ne changera pas les banques, mais aujourd'hui, les PME qui sont en difficulté doivent changer de posture, de paradigme, et se dire, c'est à nous de changer pour pouvoir créer, pour pouvoir construire une nouvelle relation avec les banques. Et là, je pense que ce nouveau modèle organisationnel et managérial
ne peut se faire qu'en faisant de la construction de la confiance, un axe stratégique et un levier de croissance. Les entreprises, les PME doivent, à mon avis, et selon mes recherches et dans lesquelles je suis engagée en ce moment, la construction de la confiance par les PME est aujourd'hui indispensable. La construction de la confiance est un élément central de l'impact social d'une entreprise et c'est un levier de croissance aujourd'hui des PME. Alors, ce que disait aussi professeur Hachklifa tout à l'heure, effectivement, il faut réinventer le modèle des PME. Absolument, c'est aujourd'hui vital que les PME comprennent qu'elles ne peuvent plus continuer avec le modèle ancien classique. C'est impossible, sinon eh bien, il y aura plus d'entreprises qui vont mettre la clé sous le paillasson. Ça, c'est évident. Alors, la fabrique de la confiance permet de manager la réputation d'une entreprise et on sait combien les PME et les petites entreprises ont du travail à faire dans le management de la réputation. On connaît la réputation des PME, on connaît la réputation surtout des PME où voilà, c'est des entreprises familiales, il n'y a pas de réinjection de dividendes, on prend toutes les dividendes et on se sert. On n'a pas cette… Parce que la RSE, c'est aussi de s'occuper de ses salariés, de réinjecter, d'investir, de donner l'exemple. Eh bien, tout cela, c'est grâce à la construction de la confiance, au management de la réputation qu'une entreprise peut aller de l'avant. Alors, cette construction de la confiance qui est un avantage concurrentiel énorme, important, va permettre d'asseoir des relations nouvelles avec les différentes parties prenantes et particulièrement les banques. Alors, vous allez me dire comment construire cette confiance, en quoi consiste cette fabrique de la confiance que dans cette construction dans laquelle doivent s'engager les dirigeants et les entrepreneurs. Sur le plan organisationnel, il me semble que l'approche effectuelle, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'approche effectuelle, eh bien, elle est beaucoup plus adaptée aux PME. Pour faire très court, eh bien, c'est sortir de ce modèle stratégique classique où il faut préparer les business plans, etc., etc. Et faire avec ce qu'on a à un moment T. Voilà, innover avec ce qu'on a, faire de l'itération, lancer les produits, essayer et ne pas se lancer dans des projets stratégiques qui sont du ressort plus de la grande entreprise ou des PME ou je dirais même des ETI. Alors, le point central de cette approche qui, à mon avis, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de développer chez les PME et pourquoi pas les petites entreprises une culture ou une logique, sortir de la logique concurrentielle et rentrer dans une logique de partenariat. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est, à mon avis, très, très importante, très intéressante, que les PME, en fait, ils ont tout intérêt à établir des relations de partenariat avec des entreprises, avec des différentes parties prenantes, mais surtout avec des entreprises du même calibre, je dirais, dans un même écosystème, au cluster, parce qu'aujourd'hui c'est un mot qui est d'actualité. C'est vraiment ce partenariat, mais au-delà de l'écosystème auquel appartient et dans lequel se trouve une PME, c'est un partenariat avec le monde académique. C'est un partenariat avec le monde universitaire. Je pense que les États-Unis ne sont pas là où ils sont par hasard. Après la crise de 29, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est les partenariats entre l'université et le privé. Et ils ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là par hasard. Et aujourd'hui, les PME ont tout intérêt à ouvrir leur structure au monde académique, par la recherche-intervention, par la recherche-action. Et d'ailleurs, ils sont gagnants parce que c'est un moindre coût. Je suis désolée pour les consultants et pour les gros cabinets de consultants, on va les laisser pour les grandes entreprises. Mais pour les PME, de la recherche-intervention, de la recherche-action à moindre coût, parce que
Il peut y avoir un financement de la région, un financement de l'État, un financement des ministères, et avoir ce retour des universités, des écoles de gestion, un partenariat intéressant pour les PME. D'abord, ça développe la recherche. Deux, ils profitent des résultats de la recherche et intervention. Et après, c'est transposable à d'autres structures. Et quelque chose d'important aussi que je n'oublie pas, donc il y a c'est un retour pour les, bien sûr, c'est pour les entreprises, comment dire, c'est aussi nous aider dans ce partenariat à nous permettre à faire de la recherche, à faire, pardon, de l'innovation pédagogique. Nous aider en ouvrant leur terrain, nous aider à faire avancer comme je dis, la recherche, par la recherche-intervention, eux-mêmes en bénéficier et voir, bien, vous parlez d'accompagnement, et bien voilà, la recherche-intervention, c'est mettre en place un accompagnement et voir quel est l'impact de cet accompagnement. Et ensuite, voilà, et il peut être modélisable. C'est l'objectif. Et surtout, permettre l'innovation pédagogique, c'est-à-dire nous permettre aussi d'innover avec nos étudiants pour mettre sur le marché bien, des managers, des cadres qui sont des cadres agiles et qui répondent aux besoins bien, des entreprises et des PME. Ça, c'est stratégique aujourd'hui. C'est extrêmement important. Ça, c'est. Alors, professeur, vous avez encore une minute pour donner la parole. Ça, c'est sur le plan organisationnel, restructurer, c'est très important, comme disait le professeur Hachrifa tout à l'heure, et surtout, la construction de la confiance se fait aussi sur un plan managérial, c'est-à-dire avec les parties prenantes internes, avec les collaborateurs, avec les managers, et donc il y a un certain nombre de comportements à avoir, reconnaître l'excellence, c'est-à-dire la reconnaissance, être reconnaissant aux gens, envers les gens, leur dire, et c'est une source de motivation. Aujourd'hui, il est prouvé par les recherches que la motivation par l'argent n'est pas sur le podium, loin s'en faut. Donner aux gens le pouvoir de décider comment travailler, choisir leur projet, pour pouvoir être dans l'innovation et pas être dans cette structure hiérarchique où c'est le chef, le dirigeant, le père de famille qui décide pour tout le monde. Rendre possible le choix du projet sur lequel on veut travailler. Ça aussi, ça peut être intéressant. Partager les infos. Alors là, on ne le dira jamais assez. Partager les infos, communiquer, c'est quelque chose de vital aujourd'hui. Il faut que les PME et les dirigeants comprennent qu'on n'est plus au temps où l'information était quelque chose de rare. Bâtir des relations interactionnelles, intergénérationnelles, créer du lien social, faciliter le développement personnel des personnes, c'est très important. Que les dirigeants… Professeur, j'aurai l'occasion de revenir, pour développer ce point. Si c'est par rapport à ça, je dirais simplement une culture de la confiance améliore la façon dont les gens traitent les autres et c'est ce qui permet aussi d'avoir de la performance et aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est incontournable. Merci beaucoup, professeur. Alors, je voudrais donner la parole à monsieur Adil Boudis. Alors, juste avant de développer votre propos, vous avez entendu un petit peu les intervenants, notamment Madame Ahardan, le professeur Haj Khalifa, le professeur Abdel Arab. Alors, je voulais, si vous permettez, que vous commenciez par présenter rapidement votre unité industrielle en termes d'effectifs et en termes peut-être de chiffre d'affaires, si ce n'est pas confidentiel, et puis nous dire, et d'une manière la plus humaine possible, comment vous faites pour vous réveiller chaque matin et dire je vais devoir passer cette journée sans commande, obtenir des commandes au minimum, mais je dois payer des salaires, je dois payer des charges, et comment vous arrivez à manger comme nous. Allez-y, professeur. Ah, il y a le micro. C'est Adil, mettez le micro. C'est Adil, mettez le micro. Non, on ne vous entend pas, on ne vous entend pas, c'est Adil, on ne vous entend pas.
Non, on ne vous entend pas. Alors, ce que je vais faire, je vais donner la parole à Si monsieur. n'avait pas de la batterie de téléphone, j'aimerais bien après intervenir. Voilà. J'espère que j'ai un chargeur ici. À Silger, en attendant que Adil essaie de régler le problème, on voit avec le webmaster pour nous régler le problème et je donne la parole à monsieur Jay. Oui. En attendant. Alors, si j'ai juste, vous avez entendu la charge virale contre les banquiers. Vous avez un métier qui n'est pas facile. Pour les gens, tout est de votre faute. Vous ne faites pas les entreprises. Je lève les mains. Là, pas de au contraire, avec plaisir. Bien au contraire. C'est mon côté provocateur. J'ai une double casquette, moi, d'enseignant et de banquier, il n'y a pas de souci. Donc, alors, si j'ai plus concrètement, vous devez jongler entre deux équilibres. Le premier, c'est que le secteur bancaire doit rester fort parce que le fragiliser n'est pas dans l'intérêt de l'économie nationale, mais en même temps, laisser les entreprises sur le carreau parce qu'elles n'ont pas les garanties nécessaires ou elles n'ont pas la surface financière nécessaire, peut également à terme se retourner sur la banque parce que si ces entreprises disparaissent, demain, c'est le business de la banque qui disparaît. Alors aujourd'hui, comment vous faites pour assurer l'équilibre entre ces deux contraintes? Très bien, merci pour cette question pertinente. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Madame Haj Khalifa d'avoir organisé ce webinaire et sur cette thématique d'actualité, de grande actualité, et aussi remercier tous les collègues présents, les panélistes avec nous. Avant peut-être juste de répondre à votre question, je voudrais juste compléter ce qui a été dit par pas mal de professeurs avant moi, c'est que nous sommes face à une crise inouïe, brutale, rapide et très profonde. C'est-à-dire, de par peut-être toute l'histoire depuis la crise de 1929, on n'a pas vu une crise pareille. Ça n'a rien à voir avec la crise de 2008, je vais vous dire par la suite pourquoi. Et on a vu tous les je dirais, les fondamentaux se crouler. On n'a qu'à voir un peu l'impact. On a commencé par une crise sanitaire et puis c'est une crise économique et économie réelle. Et on a abouti à un drame social puisque vous avez vu les taux de chômage qui explosent. 860 000 personnes déclarées à la CNSS. On oublie aussi 2 millions de personnes qui sont dans l'informel, qui sont maintenant chez eux et qui d'ailleurs n'arrivent plus à tenir le coup puisqu'ils vivent au jour le jour. Et heureusement, il faut saluer, comme vous l'avez dit, les décisions courageuses de Sa Majesté qui a créé ce fonds et toutes les autorités, les pouvoirs publics marocains qui ont soutenu cette frange. J'espère qu'on va finir par identifier cette population qui bénéficie, donc qui a besoin de ce soutien pour vivre ou plutôt pour survivre. En ce qui concerne un petit peu le système bancaire, donc comme vous savez, le système bancaire aussi gère autant que faire se peut cette crise. Il l'a subi en plein fouet. Le PNP ne progresse pas. Vous allez voir les résultats des banques fin juin. Vous allez être un peu surpris. Et je pense qu'un grand effort a été fait. D'abord, il y a sur le volet d'abord salarié, il y a quand même 400 000 demandes de report qui a été faite, des reports d'échéance. Vous savez que ces particuliers professionnels ont la possibilité de reporter 3 mois jusqu'à juin et faire une autre demande pour reporter un autre trimestre supplémentaire. Au niveau de notre... Est-ce qu'on a une idée sur le chiffre, les 400 000, mais qu'est-ce que ça représente en cours, si ça vous dérange? Alors, les 400 000 des particuliers, les chiffres qu'on avait avant, on parle de 16 milliards de dirhams. Donc, au niveau des échéances, et vous avez en termes de crédit aux entreprises, parce que là, je passe au volet PME, Madame des PME, je pense que Madame Haj Khalifa a donné le chiffre, et nous sommes pratiquement à 7 100 dossiers pour pratiquement 4 milliards 500. Pour 14 000 entreprises. Actuellement, 14 000 entreprises qui ont pu bénéficier du produit garanti Covid. Tout à fait. Et il y a un objectif, il y a des dossiers dans le pipe, en cours d'étude à la CCG au niveau des banques, qui sont aux alentours de 3 000 dossiers, sachant qu'il y a 163 000
PME et TPME qui sont pratiquement en cessation d'activité ou qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser d'une manière drastique. Donc, vous imaginez tout ce flot de dossiers sur un laps de temps très réduit et ça vous montre la charge de travail sur les équipes des risques au niveau des systèmes bancaires et sur les équipes commerciales et les réseaux, toute la pression et l'effort qu'ils font pour essayer de soutenir et d'accompagner ces entreprises. Notre bonne nouvelle, ça a été dit, je pense aussi, c'est que pour le déblocage de ce crédit d'Aman Oxygène, il y a quelques lourdeurs parce que, entre parenthèses, quelques petits abus, puisqu'on a vu que maintenant, on ne peut, au niveau des déblocages, dépasser 50% des factures de crédit fournisseurs. Le reste, ça doit aller aux salariés. Donc, on demande aux entreprises le nombre de salariés déclarés à la CNSS avec numéro. Donc, ça fait tout un travail donc, de vérification et également tout ce qui est règlement des loyers. Pour les toutes petites entreprises, jusqu'à 75 000 dirhams, il a été décidé d'assouplir, de pratiquement ne pas être très regardant sur les justificatifs pour essayer de donner un peu d'oxygène, comme son nom l'indique, à ces petites TPME qui passent par des moments très, très difficiles. Et ça a été dit en dehors de 2 ou 3 secteurs comme l'agroalimentaire et la distribution, la majorité des secteurs pâtissent d'une manière très inquiétante de cette crise qui, j'espère, bientôt va un petit peu s'amenuiser, puisque plus elle dure dans le temps, plus les deux parties, à savoir les entreprises qui sont déjà dans une crise très aiguë, vont impacter aussi le système bancaire qui aussi fait cet effort qui lui coûte assez au niveau de son PNP. On vous entend toujours. Sylvie, si vous permettez une question, alors est-ce que, à votre avis, le secteur bancaire sortira indemne de la crise? Oui, on vous entend, Sylvie, on vous entend. Alors, je voudrais juste avoir votre avis. Une question. Très bien. Si, on vous entend, on vous entend. Alors, toujours dans le. Donc, toujours pour vous montrer un peu l'effort d'accompagnement. Oui, justement. Alors, juste toujours dans le même sens, est-ce qu'à votre avis, le secteur bancaire, avec tous ces efforts d'accompagnement, est-ce qu'il a les fonds propres pour pouvoir tenir? Et est-ce que ça ne risque pas d'obérer sa solvabilité à terme, à la sortie de la crise? Tout à fait. Donc, question très pertinente. Donc, vous avez vu que, effectivement, une décision que je trouve peut-être courageuse de Banque Al Maghrib, qui a sollicité les banques pour ne pas distribuer les dividendes, pour renforcer leurs fonds propres et rester dans les règles prudentielles de Bâle 3, sachant que nous sommes à des taux de créances en souffrance qui sont un peu orange, avec même le Covid-19, vu un peu la conjoncture que vivait un petit peu l'économie marocaine, et que cette mesure, je pense, elle est salutaire, elle va permettre aux banques donc de renforcer leurs fonds propres et On vous entend plus à Sylvie, on vous entend plus. Sylvie, on vous entend plus. Alors, je pense que allô, Sylvie? Alors, en attendant que Sylvie se reconnecte, alors je vais aller vers Cédulis. On me dit que le problème est réglé. C'est Adi, vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui, on vous entend très bien. Alors, juste par rapport à la question que je vous avais posée tout à l'heure, donc sur le quotidien d'un chef d'entreprise pendant le Covid-19, mais au préalable, je souhaiterais que vous nous fassiez une petite présentation de votre entité en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires et comment vous gérez la crise au quotidien, aussi bien au niveau global que la relation avec la banque. Allez-y, monsieur Boris. Bonjour à tous, c'est Ramadan Moubarak. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Tabarakallah, bien loti. Donc, je vais essayer d'apporter un petit peu ma vision de technicien et de chef d'entreprise, chef de pays. Voilà.
Mon entreprise a été créée en 2009 et elle est spécialisée dans les impressions textiles. Donc, on est pratiquement, je dirais, à 90% d'automatisation. Donc, on compte une trentaine d'employés chez nous, tous pratiquement à 90% des techniciens spécialisés dans la matière. Le chiffre d'affaires des années d'avant était aux alentours de 10-12 millions de dirhams. Aujourd'hui, sur l'année 2019, justement, on avait préparé un plan, comme le disait très bien le professeur Ahardan, un plan de projection de grande entreprise pour justement préparer le 2020 et l'après. Donc, si vous permettez, je vais revenir un petit peu sur l'année 2019 avant de parler de mes sentiments personnels, si Nabil, si vous permettez. Donc, l'année 2019, vous m'entendez? On vous entend très bien. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Par contre, vous ne pouvez pas me voir. Pas grave. Alors, l'année 2019, comme vous le savez, a connu une conjoncture économique mondiale très défavorable. Nombreux pays européens, locomotives économiques telles que la France, l'Allemagne, l'Italie, ont connu un ralenti de croissance. Comme on le dit si bien, quand l'Europe éternue, le Maroc tombe malade. La majorité des TPE, surtout exportatrices, ont fini l'année avec une baisse de chiffre d'affaires très, très considérable. Donc, pour contrecarrer cette situation, nombreuses d'entre elles, j'en fais partie, ont adhéré au plan d'accélération industrielle mis en place par le ministère de tutelle, puisque le seul moyen de subsister étant d'améliorer notre productivité et compétitivité à travers l'amélioration de l'outil de production. Donc, ce qui impliquait encore des investissements. Donc, l'année 2020 arrive. Et là, malheureusement, les sentiments surgissent. Donc, l'année 2020 arrive, a été donc entamée dans une situation déjà fragilisée financièrement. Puis arrive une contamination au Covid chez un patient affaibli d'un point de vue immunitaire, financièrement parlant. Nos marchés, nos circuits de vente, nos contrats, nos prévisions, etc., ont été contaminés. Nos entreprises ont connu une suspension des commandes du mois de mars et une annulation des prévisions sur les mois d'avril, mai et juin, ainsi que des arrêts de paiement, chose qui met une énorme pression sur notre trésorerie. Aujourd'hui, c'est la vie, notre vie fait partie vraiment je ne veux pas utiliser des termes très forts, mais c'est vraiment notre situation, elle est vraiment très, très délicate. Parce que de part, nos marchés traditionnels sont affectés, donc ils sont pratiquement à l'arrêt. D'autre part, nous avons les banques et les solutions provisoires qu'a mis en place, et nous vous remercions, les efforts énormes du CVE et de l'État qui nous permet un petit peu de souffler pour pouvoir réfléchir, mais ce ne sont pas des solutions durables. Comme vous le savez, une entreprise qui n'a pas facturé pendant 3 mois, voire même plus, et le manque de visibilité, on ne sait même pas si demain, de quoi demain est fait, et si on va pouvoir reprendre à 20, à 30, à 50, à 100%, personne ne le sait encore. Tout, à partir du mois de juillet, tout sera réactivé. Donc, même en profitant
de ces mesures provisoires, je comprends bien que ça a été fait dans l'urgence. Ça arrivera à un terme où nous ne pouvons plus supporter toutes ces charges, vu que non seulement tout va arriver en même temps, mais ça va arriver avec des taux de majoration assez importants. Et là, je fais allusion au report des échéances des banques, que ce soit du point de vue leasing matériel, parce que comme je viens de le citer, sur l'année 2019 surtout, il y a beaucoup d'entreprises PME, TPE qui ont fait l'effort avec l'accompagnement de Maroc PME de faire des investissements quand même dans de lourdes tailles. Donc aujourd'hui, à partir du mois de juillet, nous devons et payer nos échéances et redémarrer l'entreprise et garder les emplois et payer nos échéances fiscales Donc, vous avez raison, dormir aujourd'hui, c'est un prestige. Surtout, ce qui nous fait vraiment souffrir aujourd'hui, c'est ce noir au bout du tunnel. On ne sait pas de quoi il est fait demain. Le mois de juillet, pour nous, avant, c'était le mois le plus fort de l'année. Aujourd'hui, c'est le mois le plus sombre de l'année. Donc, je voudrais vous présenter des remèdes, mais c'est très difficile aujourd'hui de se situer par rapport à ces remèdes-là. Donc, si vous permettez, je vais parler des mesures mises en place par le CVE. Donc, le paiement des salariés en arrêt par la CNSS à travers le fonds Covid, solution provisoire pour les 3 mois. Excellente solution. Justement, comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure, pour nous donner un petit peu d'oxygène pour pouvoir réfléchir au futur. Le paiement des salariés, la mise en place, d'un fonds de garantie CCG pour soulager la trésorerie des entreprises en difficulté, donc le fameux Daman Oxygène, que, à mon humble avis, ça connaît beaucoup de difficultés au jour d'aujourd'hui. J'ai pris la liberté de contacter certaines associations professionnelles, dans celle que je fais partie, la MIT, l'Association marocaine de textile et d'habillement, les chambres de commerce aussi, donc à travers leurs membres, et j'ai eu des remontées vraiment très dures. Moi, personnellement, pour mon entreprise, je n'ai pas encore demandé de crédit oxygène pour la simple raison parce que j'estime que faire une reprise avec plus d'endettement, ce n'est pas la bonne solution. Donc, le report des échéances des crédits et leasing, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, accordé, or moyennant des majorations très importantes. D'accord? Donc, je vous fais aussi le témoignage, et je cite ici le témoignage de certains industriels concernant le crédit oxygène garanti par la CCG, donc qui est garanti à hauteur, je rappelle, de 95% et soumis à des procédures très lentes et dures, des demandes de garantie personnelle, je souligne, demande de garantie personnelle pour un crédit qui est déjà garanti par la CCG à 95%, alors, chose que je ne comprends pas du tout, et des délais de traitement défavorables pour finalement un taux de 4% et un remboursement au 31/12/2020. Dans un futur proche noir.
C'est Adil. Oui, C'est Adil. Pardon, c'est Adil. Vous avez encore une minute. Allez-y. Donc, ce qui signifie que l'entreprise affaiblie par la pandémie, même à la suite d'une reprise partielle au total, se retrouvera surendetté. D'autant plus que plusieurs banques ont procédé à la réduction des lignes de financement des opérateurs du secteur textile et d'autres secteurs, je suppose. À mon avis, il faut que les banques témoignent aussi, et là je rejoins l'avis du professeur Hardan, témoignent aussi de leur citoyenneté, nationalisme et bienveillance en ce moment de crise, comme beaucoup d'acteurs économiques marocains, et montrent leur bonne volonté et soutenir et accompagner les TPE, PME qui représentent quand même plus de 90% du tissu économique marocain, tous secteurs confondus. D'ailleurs, la problématique de la banque marocaine vis-à-vis de l'entreprise a fait l'objet d'un débat houleux au niveau du Parlement la semaine dernière. Je pense qu'il faut s'appuyer sur l'expérience des PME, TPE, vécue lors de cette crise du Covid et appeler l'intelligence collective pour trouver des solutions win-win concrètes et constructives permettant de reconstruire une relation de confiance mutuelle. Je rappelle aussi que l'entreprise marocaine, dans le subconscient du Marocain, est une identité. Il est inconcevable pour un entrepreneur marocain de mettre son entreprise en faillite. Or, ces moyens restent très limités. De là le rôle incontournable de la banque citoyenne. Je pense qu'il faut sortir du cadre d'une banque de dépôt ou du simple guichet. Il est temps d'aller vers une banque d'investissement et d'accompagnement vers des produits et solutions innovantes. Exemple de financement. Alors, si vous permettez, je vais redonner la parole à Monsieur le Jay. Monsieur le Jay, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur le Jay, parce que je pense qu'il s'est reconnecté. J'avais un problème désolé, j'avais un problème de batterie. Donc très bien. Bon. Alors, tout à l'heure, vous êtes arrêté. Alors, vous êtes en train de nous parler de la solvabilité des banques suite à la crise du Covid-19 Exact. et des mesures entreprises par Banque Al Maghrib pour renforcer ses fonds propres. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'a dit Adil au sujet des relations un peu difficiles entre les banques et les entreprises dans cette période de crise. Alors, je vous laisse commenter. Oui, d'abord désolé parce que j'ai une coupure de batterie, donc j'ai dû recharger parce que j'étais à l'extérieur. Alors, j'ai vu un petit peu l'intervention de notre ami et je le comprends parfaitement, mais je crois que nous sommes maintenant dans une approche relation banque-entreprise, une approche qui est plus relationnelle que transactionnelle. C'est-à-dire que nous sommes ensemble embarqués dans le même bateau. Vous savez qu'une banque ne peut pas vivre sans les entreprises. Peut-être les entreprises peuvent vivre sans la banque. Et il faut un petit peu dépasser la problématique de l'asymétrie d'information qu'il y a entre les deux parties qui crée souvent des tensions. Je comprends que pour le crédit Oxygène, il y a eu quelques lenteurs et je pense que maintenant le comité de veille économique présidé par Sébastien Chebon, qui est aussi notre ancien président, connaît bien la problématique des deux côtés. Et il a demandé est-ce qu'on assouplisse davantage les procédures de déblocage de ce crédit Oxygène. Et même le taux de rejet, honnêtement, il a été avancé par le Premier ministre au niveau de sa présentation dans les deux chambres. Il y a un taux de rejet de 4,5%. C'est vraiment epsilon. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, ces dossiers sont rejetés parce que le client a des impayés par ailleurs, a des incidents. Est-ce que le dilemme est le suivant? Faut-il quand même faire l'effort, je pense, ce qui se fait, et faire abstraction de ces contraintes de règles prudentielles? D'ailleurs, même Banque Al Maghrib a essayé d'assouplir un petit peu pour son compartiment PME.
pour aussi bien assurer les liquidités au système bancaire et, entre guillemets, ne pas être très regardante sur les critères, je dirais, de classification des créances et continuer à accompagner ces entreprises qui ont un potentiel, parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise, comme je l'ai dit, et je ne suis pas le seul, plusieurs chercheurs l'ont dit et plusieurs économistes, grands éminents économistes marocains et internationaux l'ont dit, c'est une crise profonde. La reprise va être très, très lente. Il ne faut pas croire que demain, on va ouvrir. Vous êtes mieux placé que moi. Je parle notamment à notre ami présent, chef d'entreprise. La reprise va être très, très lente. Les écosystèmes au niveau mondial, les chaînes de valeur vont être lentes au redémarrage. Et il faut donc, je suis d'accord que les banques accompagnent, mais avec un minimum de vigilance pour ne pas mettre en péril tout ce système qui reste quand même un fleuron de l'économie nationale. Je ne sais pas si à décider. Alors, je vais redonner la parole aux différents intervenants pour 3 à 4 minutes, comme ça, avant d'ouvrir la porte aux questions et au débat. Il n'y a pas beaucoup de rejet. Le taux de rejet de 4%, je trouve, 4,5%, il est vraiment en deçà même des normes dans les moments de Très bien. C'est un point qui est clair. Professeur Haj Khalifa, je ne sais pas si vous voulez commenter l'intervention de monsieur Boudis sur notamment la CCG Oui. et la relation un peu difficile au sens de monsieur Boudis, relativement fluide au sens de monsieur Oulgey. Où est-ce que vous positionnez-vous? Alors, je vous remercie et je remercie Monsieur Boudis d'avoir voulu partager avec nous son expérience. Alors, écoutez, vous me demandez de quel côté je suis. Moi, ce qui m'a vraiment… il y a un écho. Alors, un peu ce qui m'a étonnée, c'est de voir qu'il y a beaucoup de retours négatifs par rapport aux produits d'Aman Oxygène. Sachant que je ne comprends pas comment se fait-il que les crédits qui sont inférieurs à 2 millions de dirhams sont délégués aux banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, dans les jours qui suivent, les 2, 3, 4 jours, la contrepartie, qu'elle soit TPE, auto-entrepreneur ou PME, devrait avoir une réponse. Pour les dossiers supérieurs à 2 millions de dirhams, les dossiers sont transmis à la CCG et le dossier est instruit dans les 4 jours qui suivent, si bien évidemment le montage financier est fixé. Moi, ça m'étonne, c'est-à-dire sur le plan terrain, ça m'étonne comment se fait-il qu'il y a beaucoup de remarques négatives par rapport à la lourdeur administrative en fait inhérente à ce produit. À côté de cela, il y a aussi un élément important, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important pour les banques. On ne leur demande pas d'être vraiment une largesse au niveau de l'étude, de la faisabilité du dossier. Mais on demande tout simplement à ce que les contreparties qui ont déjà aujourd'hui, qui bénéficient davantage de lignes de crédit, puissent maintenir ces lignes de financement avant de basculer vers le Daman Oxygène, pour que ce Daman Oxygène puisse profiter à d'autres entreprises. D'accord? Aujourd'hui, il est important de planter le décor. La Banque centrale, comme différentes banques d'ailleurs, ont déployé différentes mesures, comme d'ailleurs la Banque centrale européenne, qui a étendu son programme à l'achat des quantitative easing. La Banque d'Angleterre aussi a baissé son principal taux directeur à 0,1%. Il y a la Banque du Japon aussi qui a augmenté le rachat des ETF, la Banque du Canada qui a baissé aussi son taux directeur. Je pense que la Banque centrale, elle a fourni quand même un effort louable à saluer à travers la revue, bien évidemment, de toutes les mesures en termes de politique monétaire et prudentielle, à réduire les exigences réglementaires pour le compartiment PME. Et je pense que cela devrait être plausible ou doit se faire sentir sur le marché. C'est-à-dire, c'est ça en fait le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends le produit d'Aman Oxygène, le crédit d'Aman Oxygène, il est garanti à hauteur de 95%. Ça veut dire que finalement, la banque, elle supporte 5%. Donc finalement, le profil risque, la quotité des fonds propres, normalement, elle devrait être revue à la baisse avec ce produit. Donc finalement, il faut que les banques, ou il faut que le taux soit important d'octroi de ce crédit.
Donc, c'est normalement, ça, c'est une suite logique. Et en fait, moi, j'ai eu aussi une question et j'en profite de la présence de professeur ou monsieur Jay. Qu'est-ce que le programme est là? Aujourd'hui, le crédit d'Aman Oxygène, pas toutes les entreprises peuvent se valoir ou se faire valoir ce produit ou bien avoir accès à ce crédit parce qu'on sait très bien il est à 4%, ce n'est pas évident quand même. Contrairement au programme Tilaka, qui est alors, s'il vous plaît, éteignez vos micros, ceux qui n'ont pas la parole. Ceux qui n'ont pas la parole, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, contrairement au programme Tilaka, et d'ailleurs que je trouve que c'est un excellent, c'est historique, on a eu monsieur Ljay, monsieur Nabil, on a eu l'occasion d'en discuter sur les médias, c'est excellent comme produit, c'est historique, déjà il est plafonné à 2%. Je ne comprends pas comment aujourd'hui il est suspendu sur le marché. J'en connais plein de PME, plein de TPE. Quand ils vendent sur le marché, ils leur disent qu'il est en suspens. Il est suspendu actuellement, sachant qu'au contraire, c'est aujourd'hui où il doit être activé. C'est aujourd'hui où on doit permettre à ces entreprises en détresse, je le redis, en détresse financière, d'avoir accès et de bénéficier de ce soutien important. Plus que jamais. Si vous permettez, juste pour que je répartisse la parole aux autres. Alors, est-ce que je peux juste répondre à Madame alors j'allais vous donner la parole. Alors, deux questions. Pardon, si j'ai deux questions. Alors, d'abord, la question du produit Intelaka, pourquoi ça a été suspendu. Et deuxièmement, c'est pendant les moments de crise qu'il faut être le plus proche des entreprises. Et une remarque qui s'adresse à monsieur Boudis, c'est qu'il faut commencer d'abord par utiliser les lignes actuelles avant de passer au produit d'Aman Oxygène. Alors, je laisse monsieur G intervenir et puis ensuite je donne la parole à monsieur Boudis. Allez-y, monsieur G. Et ceux qui n'ont pas la parole, fermez s'il vous plaît vos micros. Voilà, je vais être très bref. Donc, pour le produit Intelaka, elle a un peu raison maintenant. Honnêtement, toutes les équipes, la force commerciale et les équipes de risque sont focalisées à fond sur ces demandes d'oxygène et ces demandes de report. Vous imaginez le nombre de dossiers que ça paye par personne et les équipes sont à fond sur ces deux produits. Pour le produit, cela étant, vous présentez un dossier, peut-être l'agence n'a pas l'information, personne ne va leur dire mettez de côté. Le dossier peut être instruit, mais la priorité donnée maintenant aux entreprises qui ont cette situation de stress pour les sauver, et essentiellement ce produit d'Aman Oxygène. Le produit d'Aman Oxygène, la lourdeur, elle est plutôt dans le déblocage, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, pour les salariés, quand vous voulez débloquer les salaires, ben le chargé d'affaires passe en revue tous les numéros de CNSS de tous les salariés. Imaginez une entreprise qui a 200 personnes ou 300. Il doit vérifier qu'effectivement, ces salariés sont déclarés affiliés à CNSS et dans la même entreprise. Pour les fournisseurs, la même chose. Donc, est-ce qu'il faut tout assouplir et dire on va donner un chèque à blanc comme ils ont fait pour les montants de 75 000 dirhams et faire confiance aux chefs d'entreprise? Ou bien, pour des montants assez importants, il faut un minimum de vigilance parce que je ne veux pas être méchant, mais il y a quand même quelques pourcentages où parfois, si vous mettez à la disposition de quelqu'un une somme d'argent sans aucun justificatif, je crains fort qu'il y ait parfois c'est détourné de son objet essentiel, qui est d'abord sauver les emplois. Il faut qu'on s'assure que ces virements vont au compte des salariés, c'est très important pour sauver l'emploi, s'assurer que cet argent va aux fournisseurs pour que l'entreprise puisse tourner et au loyer et aux charges de fonctionnement, sachant que il peut y avoir quelques cas isolés, pas généralisés. Donc, c'est plus la lourdeur dans les procédures de déblocage. Voilà, je ne vais pas écrire, peut-être la pause à madame. Si le Jay, si vous dites par rapport à la remarque de si le Jay, éteignez-vous, s'il vous plaît. Oui, bien sûr.
Si vous dites par rapport à la remarque du professeur Had Khalifa sur l'utilisation des lignes existantes avant d'aller à Daman, Oui. comme ça pour soulager le processus. Qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, le produit d'Aman Oxygène, il est conditionné d'abord par l'épuisement de toutes les lignes avant de pouvoir passer à Daman Condition. Donc, c'est une condition sine qua non. Si on a encore des lignes, disons, libres, on ne peut pas bénéficier du Daman Oxygène. Et là, je vais rebondir un petit peu sur l'intervention de M. Jay en disant, à ma connaissance, et là, vous me corrigez si je me trompe, tous les paiements du fonds du Daman Oxygène sont adressés directement par la banque aux différents fournisseurs. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'il est disons, le manque de confiance qui peut être fait à ces entreprises-là et qui peut alourdir le traitement des dossiers. D'accord? Plutôt, les retours que j'ai eus, c'est qu'il y a, au niveau de toutes les banques, il y a une certaine décentralisation ou plutôt centralisation de la décision au niveau des banques centrales. C'est-à-dire, au fait, pour la banque, le monde s'arrête à Casablanca. Toutes les régions du Maroc doivent remettre leur dossier de demande de crédit à la banque centrale pour pouvoir en décider si oui ou non le crédit est accordé. Donc, forcément, si tout le Maroc aujourd'hui envoie ses dossiers vers la banque centrale, forcément, les pauvres, ils vont jamais s'en sortir. Donc, à mon avis, il vaut mieux présenter des solutions plus fiables en mettant une charte envoyée aux directions régionales dans les différentes villes pour pouvoir soulager. Et écoutez, on est vraiment dans l'urgence. On n'est pas ici en train de perdre du temps à faire des demandes et encore à remplir des formulaires et ainsi de suite. Le crédit d'Aman Oxygène est adressé directement à tous les fournisseurs. Donc, la banque dresse un chèque, il l'envoie à la présentation de ses factures aux fournisseurs directement. Donc, allégez un petit peu. Très bien. Alors, je pense que le point est clair. Alors, professeur Hardan, je vous donnerai la parole. Je vais voir juste les deux autres remarques et je vous donne la parole. Ne vous inquiétez pas. Alors, professeur Hardan, est-ce que vous avez une réaction sur ce qui a été dit? Comment vous voyez la chose d'un point de vue systémique de l'entreprise et de cette relation un peu complexe entre la banque et l'entreprise, relation je vous aime moi non plus? Comment vous analysez ça? Alors, moi, je baigne dans je suis chercheuse, mais j'ai été, il y a quelques années aussi entrepreneur, mais pour des raisons de santé, j'ai dû arrêter. Je suis femme d'entrepreneur et je vois ce qui se passe effectivement aux interfaces avec les banques. Et c'est vrai que moi, je rejoins votre invité, donc entrepreneur, qui dit on est dans l'urgence aujourd'hui. Il y a quand même il y a mort d'homme. Donc, il faut que les banques fassent un effort supplémentaire je pense que l'austérité aujourd'hui n'est pas de mise, en tout cas dans les semaines qui viennent. Et c'est vrai que les banques ont, je dirais, c'est un devoir citoyen aujourd'hui de sauver le soldat PME ou le soldat TPE, quoi. Après, à partir de juillet, c'est une autre discussion. Mais aujourd'hui, il faut vraiment sauver le soldat ou les soldats PME et TPE. Ça, d'une part. Et on sait de toute façon que les banques ont toujours eu cette… voilà, on prête à ceux qui sont solvables, mais il faut qu'on sorte de cette équation-là. Moi, mon approche, elle est systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques doivent revoir leur modèle, ne plus être un endroit de dépôt, mais vraiment revoir leur culture client. Je veux dire, aujourd'hui, c'est bien de dire notre modèle, c'est l'Europe, c'est la France, mais allons voir ce qui se passe, par exemple, dans les banques danoises, où la relation client, elle est, même quand ils ont des problèmes,
eh bien, il y a un accompagnement des PME, des TPE, quel que soit le client. C'est-à-dire, on l'appelle, on le suit, on lui trouve des solutions. Voilà, c'est pas une fleur qu'on fait aux clients, quel qu'il soit, PME, TPE ou particulier. Ça doit faire partie de la culture de nos banques. Et là, par expérience, je pense qu'on en est encore un peu loin. Et d'autre part, c'est systémique parce que les entreprises, les PME aussi, doivent revoir leur modèle et doivent revoir leur modèle non seulement organisationnel, restructuré pour créer de la confiance, fabriquer de la confiance avec les différentes parties prenantes, mais surtout aussi en interne et voilà et aller dans un modèle plus participatif, collaboratif, agile pour faire face à ce genre de situation parce qu'on est dans un monde VUCA. Hein. Très bien. Alors professeur Hardan, alors si j'ai bien compris votre propos, donc vous êtes pour l'équilibre dans la relation parce que si j'ai bien compris, comment on fait avec des entreprises qui ne sont pas solvables? C'est ça le sujet. Est-ce qu'on leur prête quand même? Parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a mort d'homme, est-ce que pour vous, on doit leur prêter quand même? Des entreprises qui sont fragiles bien avant le Covid-19. Là, je ne saurais pas vous répondre parce que si c'est avant, déjà qu'il y a des problèmes avant, voilà, moi je serais la banque, effectivement, j'aurais des difficultés. Maintenant, des entreprises qui marchaient, qui avaient peut-être des difficultés, mais parce que, attention, on est dans un pays aussi où le recouvrement pose un très, très grand problème. Il ne faut pas l'oublier, c'est systémique. Cette histoire, elle est vraiment systémique chez nous. Et il y a le problème de recouvrement, et donc, si une entreprise avait des petites difficultés, mais qu'elle se battait, qu'elle donne des gages quand même de confiance dans son mode de gouvernance, il faut l'accompagner. Il faut absolument. Il faut que les banques prennent des risques aussi. Il faut qu'elles arrêtent de s'enrichir. Ça, je suis désolée de le dire, mais il faut que les banques, à un moment donné, prennent des risques et qu'elles arrêtent de s'enrichir et que les dividendes arrêtent d'être distribués. Comme pour les PME, il faut que les PME revoient leur mode de gouvernance, arrêtent de manger et d'acheter des 4x4 et des villas et de réinjecter leurs dividendes. Tout cela est systémique. Il faut qu'à un moment donné, après, dans quelques semaines, s'asseoir autour d'une table et que chacun revoie sa copie. Sinon, on n'avancera pas. Sinon, on ne pourra pas sortir dans les mois qui viennent de cette crise. Alors, honnêtement, professeur Hardan, j'aurais souhaité que vous concluiez avec ça. Malheureusement, je vais devoir donner la parole aux autres, mais c'est une très belle conclusion sur la relation banque-entreprise. Alors, professeur Azlar, juste d'un point de vue purement macroéconomique, et vous qui êtes spécialiste dans la question, est-ce que vous pensez qu'au sortir de cette crise, on risque d'avoir… professeur Hardan, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouh là là, j'ai oublié. Donc, professeur Azar, alors, à votre avis, d'un point de vue purement macroéconomique, est-ce que vous pensez, d'un point de vue purement macroéconomique, que cette crise va fragiliser le secteur productif? Ça, on le sait. On a eu un témoignage assez éloquent de M. Boudis qui nous a raconté le quotidien d'une PME. Ce n'est pas facile. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura de la casse dans les banques et que demain, on risque de faire appel au pouvoir public pour renflouer les banques à l'image de ce qui s'est passé en 2008 avec les banques américaines et européennes? À vous la parole, professeur. Alors, en fait, je suis tout d'abord d'accord avec mes collègues sur l'ensemble en fait qui a été avancé. Je rejoins déjà l'idée de professeur, de ma collègue, Madame Hardan, qu'il y a un problème sûrement déjà de confiance, etc. Et donc, ça fera une approche qui est systémique. Maintenant, bien sûr, je trouve que la question déjà est très pertinente. On ne peut pas faire sortir en fait du cadre macroéconomique. Et là, je trouve que même l'État déjà patauge un peu par son vision un peu claire. Donc moi, je trouve que bien sûr, cette question de vision est très importante. Et cette vision, bien sûr, doit se baser sur les choix macroéconomiques. Soit d'une part, on doit donc renflouer, comme vous dites, on doit renflouer donc les caisses de ces entreprises et aider donc les TPE, donc
fragilisés particulièrement dans cette période de pandémie, ou bien d'un autre côté, donc rester avec donc les prudences donc imposées par les institutions internationales à travers le BAL 3, etc. Donc de toute façon, en fait, pour moi, je trouve que peut-être même creuser le déficit. Je ne trouve pas que vraiment un problème pour le moment. Donc, c'est vrai que je ne veux pas me positionner comme un sapeur-pompier, c'est-à-dire je ne veux pas recommander à l'État de devenir un sapeur-pompier, c'est-à-dire éteindre le feu et après, bien sûr, sur le long terme, les problèmes structurels vont se poser, d'ordre macroéconomique structurel vont se poser, surtout que maintenant, la pandémie, le problème, il y a également de chômage, peut-être par manque de flexibilité. Demain, le chômage deviendra donc structurel. Donc, on va plus vivre dans un contexte où le chômage est partiel, provisoire, etc., mais sinon structurel. Donc, on doit donc répondre à cet ensemble de problématiques. Et bien sûr, là, la pandémie peut être vrai que c'est sombre, c'est pas bon, etc., mais bien sûr, c'est une opportunité peut-être de restructurer notre économie. C'est une peut-être opportunité également de revoir notre modèle, comme disaient les chers professeurs et collègues, donc de revoir les modèles, que ce soit de TPE, que ce soit des banques. Moi, je suis bien sûr là justement pour critiquer une partie, c'est-à-dire les banques, mais sinon, bien sûr, même les TPE, il fallait bien sûr qu'ils revoient également revoir leur modèle, etc. Donc, bien sûr, sur ce point, on doit revoir donc les modèles de solidarité, de citoyenneté, etc. C'est un moment, c'est une opportunité en fait de mettre notre économie dans les bons rails. Je trouve que les TPE... Vous avez 30 secondes. Allez-y, vous avez 30 secondes. Alors, de par leur représentativité, c'est le moment, bien sûr, qu'on doit travailler sur leur compétitivité. Et moi, bien sûr, là encore, je rejoins les propos de mes chers collègues, c'est que j'insiste encore que les banques, une partie, en fait, de la responsabilité est adossée aux banques. Parce que les banques, ils doivent jouer le rôle, ils doivent être présents et jouer le rôle de conseil, d'accompagnement, de coaching, peut-être célèbre. Maintenant, bien sûr, après, on doit penser à l'après, donc période après la pandémie, parce que peut-être les habitudes de consommation vont changer, les habitudes également de production vont changer, il y a beaucoup de digitalisation, etc. Et nos jeunes maintenant souffrent également du système d'éducation et d'enseignement, donc on doit revoir tout. Donc je pense que on doit donc partir de zéro, donc vers le compte à rebours, et partir de zéro pour repenser les structures d'éducation, de formation, de l'internat, de la professionnalisation. On doit travailler sur l'entrepreneuriat beaucoup plus. Donc, alors le point est clair. Alors, laissez-moi juste... Allez-y, mais rapidement. Un peu pour... peut-être, il faut lâcher un peu les vannes de la liquidité, arroser l'économie de la liquidité pour le moment et puis penser après. Bien sûr, cela ne doit pas être fait sur la base en fait, d'alimenter seulement le cycle d'exploitation, mais sinon d'investissement. Donc, on doit penser à un modèle qui est durable, qui est pérennisable. Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, sans recherche-développement, sans formation, sans professionnalisation, sans cet accompagnement, etc. Donc, chacun, bien sûr, toutes les intelligences et les instances économiques, ils doivent jouer leur rôle. Et la banque reste quand même une institution qui est forte par rapport donc, aux TPE qui seront donc... Merci beaucoup, Zarab, merci beaucoup. Alors, Silje, je vous donne la parole pour si vous avez quelque chose à ajouter. Simsta, vous êtes toujours avec nous? Allô, Silje, vous êtes toujours avec nous? Alors, je pense que Silje n'est plus avec nous. Alors, je voudrais vous demander de me rendre un petit service. Alors, un mot de la fin, mais extrêmement bref. Je commence par professeur Haj Khalifa, vraiment extrêmement bref. 2 ou 3 mots. Ah, voilà, c'est Monsieur G qui se... Pardon, Slimane. Monsieur G qui se connecte. Je suis là. Est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit? Vous avez 1 minute ou 2. Non, ce que je voulais juste dire effectivement à Siboudes que
il a peut-être raison en disant que la plupart des décisions se font à Casablanca. Et si je prends le groupe où je travaille, au niveau de la Banque populaire, les pouvoirs sont élargis, les décisions se prennent dans les régions. Et j'entends que si on veut... On vous entend mal, on vous entend mal, on vous entend mal. On vous entend très mal, CG. Il va falloir que qu'il y ait des délégations. Et On vous entend très mal, CG, on vous entend très mal. président des BPR, et que les gros dossiers qui dépassent les 113. CG, on vous entend mal. On va engranger le circuit. Alors, je pense que CG a des problèmes d'audio. Oui, oui, on vous entendait très mal. Oui, maintenant, on vous entend mieux. Oui, on vous entend mieux. On vous entend mieux. Pardon, on vous entend mieux. Vous m'entendez? Vous disiez en réponse à M. Boudis. ما كتسمعنيش ياك؟ لا دابا كنسمعك مزيان كنسمعك. انا غنخرج عاود ندخل. دابا ça va mieux. D'abord, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Oui. C'est très bon, c'est très bon. Allez-y, allez-y, on vous entend. Donc non, je voulais juste répondre à mon ami Siboudès pour dire que effectivement, si tous les dossiers devraient remonter au niveau des sièges, c'est problématique. Et c'est pour cela que la banque où je travaille, les décisions sont régionales et les pouvoirs sont très larges au niveau des présidents des BPR régionales qui connaissent bien l'environnement, mieux le client et qui de décider sur des montants qui sont très, très importants, qui parfois dépassent 20-30 millions de dirhams. Donc, je pense que d'autres confrères feront de même, notamment pour les montants dans ce cadre-là de Daman Oxygène au TPME. Et ce sont les responsables régionaux qui connaissent bien l'environnement et le client et qui sont en contact permanent avec ces entreprises et qui sont à même à prendre la décision localement pour réagir très, très vite parce que nous sommes dans une course contre le temps et on ne peut pas se permettre de faire attendre une entreprise quelques semaines avant de lui donner une réponse et quelques d'autres semaines pour débloquer. Et d'ici là, comme vous le savez très bien, l'entreprise aurait mis les clés sous le paillasson. Pour cela qu'on ne peut pas généraliser et dire que toutes les banques remontent les décisions au niveau de leur siège à Casablanca. C'est la seule remarque que j'avais. Merci. Parfait, merci beaucoup, Mustafa. Donc, alors, le mot de la... C'est bon? C'est Nabil, est-ce que... C'est bon, c'est bon. On vous a bien entendu. Okay, alors, professeur Haj Khalifa, le mot de la fin, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des défis. On est face à des défis. C'est vraiment, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans une situation inédite. Jamais dans l'histoire économique moderne, nous n'avons connu pareille crise. À la base, c'est une crise, ce n'est ni une crise économique, ni une crise financière, ni une guerre avec des armes, mais c'est un virus invisible qui a réussi à bouleverser l'économie mondiale sur 15 jours. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important, tout d'abord et brièvement, de développer le digital made in Morocco dans nos administrations. Je pense que ça a été quand même déjà amorcé par l'administration publique, mais il est important dans nos modes de vie aussi. Je pense que c'est un changement radical dans le mindset. Je pense qu'il y a des échos. Siboudis, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Siboudis, éteignez votre micro. Voilà. Je pense qu'il y a un made in Morocco, il y a un digital made in Morocco qui doit bien évidemment venir changer tout le mindset, aussi bien de notre en fait, aussi bien nos modes de vie que toute l'administration et tous les acteurs. Il est important de savoir juste un élément, et je rejoins M. Boudis, que d'ailleurs je remercie infiniment, c'est qu'aujourd'hui, il est important. Il y a des secteurs qui arrivent quand même à résister, notamment il y a l'agroalimentaire, la santé, d'autres secteurs d'ailleurs. Il faut, s'il vous plaît, il faut qu'aujourd'hui, parmi les actions de sortie de cette crise, il faut essayer de réunir toutes les grandes entreprises privées qui continuent de faire des TPME, PME
leurs banquiers. Et là, je souligne les délais de paiement. Aujourd'hui, il faut, s'il vous plaît, il faut que la dette interentreprise privée, aujourd'hui, elle représente plus de 450 milliards de dirhams, soit 25% du PIB. Et donc, une situation aujourd'hui qui est normale, on a plus de 40-45% de faillite des TPME qui est dû au retard de paiement. Et aujourd'hui, le noyau, le principal en fait noyau, le noyau dur aujourd'hui, c'est les délais de paiement. Il faut, je pense, je souligne le rôle de la CGM qu'elle doit jouer pour réunir toutes les grandes entreprises aujourd'hui qui n'ont pas des difficultés de liquidité et surtout les grandes surfaces qui génèrent suffisamment de cash de payer les arriérés des TPME. Aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut que bien évidemment, ceci, c'est une forme de solidarité que peuvent déjà les grandes entreprises exprimer à l'égard des petites et moyennes entreprises. À côté de cela, tant que notre pays ne prend pas encore vraiment au sérieux la problématique du délai de paiement. Je reviens professeur, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Sur les exigences réglementaires baloises. La Banque centrale, le système bancaire marocain, il est au diapason des normes internationales. S'il vous plaît, cette année, il est important de soutenir la sphère économique. On a les TPME, PME représentent plus de 98% du tissu économique. Donc, je pense que la priorité aujourd'hui, et je salue le travail de la Banque centrale, mais la priorité aujourd'hui, c'est la survie. Donc, soyons solidaires et sauvons, bien évidemment, cet acteur, ce noyau dur, cette épine dorsale de l'économie marocaine. Alors, le mot de la fin, rapidement. Alors, la pandémie nous livre ses leçons. Nous devons bien apprendre que nous devrions travailler sur soi-même, sur revoir nos modèles. C'est un moment de méditation, de réflexion. La pandémie nous livre également ses leçons, de par la gestion, que ce soit avant, en cours ou après. Donc, c'est un moment de penser à nous-mêmes, à notre économie. Soyons donc solidaires, soyons citoyens. Donc, voilà. Merci. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Professeur Azar, fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est Baudis pour le mot de la fin, très rapidement. Alors, moi, je voudrais tout simplement, du point de vue entreprise marocaine, encore souligner que yes, we can. On peut le faire. D'accord? Il y a, juste dans notre secteur textile, il y a un défi qui nous a été lancé par le ministère de tutelle pour la fabrication des masques, pour la constitution d'un stock pour les citoyens marocains qui a été de 15 millions de masques qui a été constitué en 3 jours. 3 jours. Nous avons travaillé nuit et jour pour le faire. Donc, on peut le faire. On a besoin des confiances des banques. On a besoin des confiances des administrations. Ça nous donne aussi de la force. N'oubliez pas, nous sommes des techniciens. Nous ne sommes pas des financiers. Nous ne voyons pas l'entreprise comme, à notre petit niveau, on ne voit pas l'entreprise comme un chiffre. Vraiment, j'ai donné tout à l'heure l'exemple, nous voyons l'entreprise comme étant notre bébé. On la voit grandir, on passe des nuits blanches dedans pour la faire grandir. Donc, s'il vous plaît, si nous faisons confiance à notre business, faites-nous confiance aussi. Et là, je lance le défi aux banques de faire pareil. Comme nous, les textiliens, on a répondu présent à tous les citoyens marocains et on continue à le faire. Donc, s'il vous plaît, faites autant et faites un acte de citoyenneté. Merci beaucoup. Mustafa, Siljay, le mot de la fin très rapidement. Mustafa. Allô, Siljay. Je pourrais prendre la parole s'il n'y a pas qu'à M. Jay. Alors, allez-y, professeur. Allez-y, professeur. Alors, moi, je voudrais simplement donner d'abord, Paul Éluard disait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que nous pouvons dire merci au Covid-19. J'ai envie de lui dire merci Covid-19. Parce que grâce à cette pandémie, je pense que, j'espère en tout cas, et je suis quelqu'un de très optimiste et lucide en même temps, j'espère que toutes les parties prenantes, l'État doit comprendre qu'elle doit aussi faire un travail.
l'administration, alléger toutes ces procédures. Les banques, il faut qu'elles lâchent un peu aussi, il faut qu'elles accompagnent et qu'une PME ne soit pas intéressante que lorsqu'elle va bien. Il faut vraiment qu'elle accompagne. Et d'autre part, les PME aussi, il faut qu'elles fassent tout un travail de restructuration, de revoir leur système managérial et surtout, je dis à ces chefs d'entreprise, oui, bien sûr. ouvrez-nous vos structures pour qu'on puisse venir vous aider et faire de la recherche-intervention. Ça ne vous coûtera rien, ça fera avancer la recherche. Et nous, eh bien, ça aussi, ça nous permettra d'avancer dans nos… dans ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire l'accompagnement, la recherche. Alors, arrêtez d'être frileux aussi et d'avoir… Vous savez, j'aimerais terminer par une phrase. La confiance ne se décrète pas, elle se construit. Très bien. Alors, merci beaucoup. Silje, alors excusez-moi. Tu m'entends, Saadine? Naam. Vous m'entendez, Katmouni, c'est bon? Ah, on vous entend, on vous entend. Alors, c'est… Moi, j'ai alors, suivi… si vous permettez, j'ai une question pour vous. Bien sûr. Elle vous est adressée directement par nos auditeurs. Oui. Alors, je voudrais demander au docteur Ljay quelles sont les conditions du déblocage oxygène. Alors comme je vous ai dit, d'accord. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc, une fois le crédit oxygène est octroyé, 50% du montant est destiné aux factures fournisseurs et les factures fournisseurs du dernier trimestre, c'est-à-dire à partir de mars. Pas ramener les factures, les arriérés des autres années, les présenter. Et le reste, c'est réparti entre les salariés, c'est-à-dire les employés ou les ouvriers d'entreprise, les loyers, les charges locatives et les autres frais de fonctionnement. C'est bon? Vous voulez ajouter autre chose? Donc voilà, donc c'est 50% fournisseurs. Non, pas par rapport à cette question, pas par rapport au mot de la fin, parce que vous n'avez pas le droit au mot de la fin. Moi, je pense, pour être un petit peu constructif et positif, comme ce qui a été dit par mes autres amis panélistes, je pense que maintenant, on est dans une période très difficile, comme l'a dit Madame Skhalifa tout à l'heure, et c'est une crise inouïe, qu'on n'a jamais vu ça, parce que c'est une crise multiforme. Il va falloir se resserrer les rangs pour accompagner nos entreprises et surtout nos PME à dépasser ce cap difficile, à saisir les opportunités. Il y a aussi des opportunités dans ce Covid-19. Notamment, il faut, à mon sens, que nos entreprises saisissent l'opportunité pour innover et être un hub d'export. Tout ce qui est produit lié à l'hygiène, les masques, les gels, on a vu aussi qu'il y a même des entreprises qui sont adaptées pour fabriquer les respirateurs. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi des opportunités qu'il faut saisir. Je pense que le paradigme du commerce international va changer. On ne va plus peut-être dépendre de la Chine où les bateaux mettent 45 jours ou 2 mois pour arriver. Le Maroc peut être un hub pour ces pays puis une autre position géostratégique. Et pour le volet bancaire, je pense qu'il faut passer, comme je disais tout à l'heure, d'une approche transactionnelle maintenant à une approche plutôt relationnelle, instaurer une confiance entre les deux parties et aller de l'avant pour permettre à notre pays de dépasser cette crise qui est inouïe. Merci. Merci beaucoup, Silje. Alors, je vais prendre rapidement 2 questions. Et pour qu'on tienne nos délais, je vous demanderai d'y répondre très rapidement. Alors, Boudiaf Awatif, la relance économique ne peut pas être conçue sans une vision holistique qui prend en compte nos atouts, mais aussi nos vulnérabilités. Le problème, c'est qu'en temps de crise, on n'attend pas d'avoir raison pour agir, il faut identifier clairement les leviers à activer. Alors, je pense que ça, c'est une question qui s'adresse à professeur Azla Arab, rapidement, si vous permettez. Oui, bon, effectivement, bien sûr, là, donc je répète encore que la solution, bien sûr, réside dans le choix macroéconomique. Donc, pour moi, c'est question de collaboration entre toutes les parties prenantes, donc à savoir l'État,
qui doit jouer son rôle, les banques et les TPME, etc. Donc, tous les intervenants devraient en fait répondre à cette problématique, pas seulement de pandémie, parce que maintenant, ce n'est pas question d'un scénario en V, donc ce n'est pas une chute et après un effet de rebond, mais maintenant peut-être on va vivre dans un scénario en U ou bien un scénario en L peut-être. Donc ce n'est pas donc aussi simple. Donc on ne doit pas donc apporter des solutions palliatives, mais sinon des solutions qui sont d'ordre général. C'est-à-dire on doit s'intégrer dans une vision de l'ensemble. Donc Merci beaucoup. Et donc, l'État et les intervenants doivent choisir maintenant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va donner de l'indépendance à la banque ou bien on va ouvrir les vannes, on doit arroser l'économie, etc. Donc, c'est question de choix d'ordre macroéconomique et qu'on doit bien sûr trancher. Parce que sinon, on va juste donner des solutions qui vont faire en sorte que nous éteignons le feu, éteignons les feux tout simplement et devenir des sapeurs-pompiers. Donc, la position que personne donc n'espère et ne veut. Donc, c'est vrai qu'on doit répondre à une vision holistique. Très bien. Alors j'ai une question pour professeur. Solidarité, citoyenneté, accompagnement et tout ça, parce que c'est vraiment une question de ça. C'est question de mentalité là. C'est clair. Merci beaucoup, professeur. Alors, j'ai une question pour professeur Haj Khalifa. Alors, l'État, aussi en tant que client, doit faire un effort supplémentaire pour au moins respecter les délais de paiement vis-à-vis des PME, TPE. Et la même question formulée autrement, l'État est en premier et un très grand mauvais payeur qui existe. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de répondre, professeur Haj Khalifa? Écoutez, je pense... On vous dit, le problème n'est pas que dans la grande entreprise, mais aussi dans la grande entreprise qu'on appelle État. Oui, écoutez, je pense qu'il est important aussi, et je souligne aussi le rôle de l'État à côté, bien évidemment, du rôle des grandes entreprises qui continuent, bien évidemment, à faire des TPME leurs banquiers. Donc, je pense que l'État aussi, elle a un rôle, et plus que jamais, aujourd'hui à revoir. Et je pense qu'il est temps de mettre en fait le sujet des délais de paiement et vraiment de le mettre au centre des préoccupations des autorités avec toute la rigueur qu'il mérite. C'est important. Il y a aussi un point important. Il faut aussi lutter contre l'informel. Il faut encourager les jeunes à entreprendre. Et je pense que ça, c'est le rôle de l'État. Il y a le rôle aussi de la CGM dans ce sens, à prendre en considération aussi et à voir comment mettre en place aussi bien évidemment, je souligne le rôle les délais de paiement, mais aussi créer un financement approprié pour les TPME actuellement et aussi pour les jeunes créateurs innovants. Je pense aujourd'hui un élément important. Il y a bien évidemment deux noyaux durs à encourager, c'est la santé et l'éducation. Et comme professeur Ahardan a dit, je salue d'ailleurs le fait qu'elle demande à tous les patrons de PME, de petites et moyennes entreprises, parce qu'elle sait très bien qu'on trime pour avoir accès à l'information, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un arsenal, un parterre de spécialistes dans différentes thématiques qui vraiment souhaitent étudier des thématiques d'actualité, et ceci gratuitement, juste par la volonté, la fibre, bien évidemment scientifique, de vouloir tester des théories, des réflexions sur le plan pratique. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui d'agir sur ces deux piliers. Et ça, ça va nous faire vraiment notre cheval de bataille actuellement. La santé et l'éducation, c'est les principaux noyaux durs aujourd'hui pour une sortie de la... Merci beaucoup, professeur. Alors j'ai juste une question pour professeur Ahardan. Professeur Ahardan, j'ai une question pour vous. Juste rajouter à ce qu'a dit le professeur Khalifa. Alors je vous pose la question. Pardon, professeur Ahardan. Je vous pose la question et vous répondez en faisant la suite de madame. Okay. Alors vous avez deux questions qui vous ont directement adressées, professeur Ahardan. Alors, la première, sans infrastructure éducative bien faite, rien n'est possible. L'État dans ce domaine est vraiment défaillant.
après cette crise, rien ne changera, même si on croit à un avenir meilleur. Et puis, une autre auditrice vous a nommé personnellement, professeur Ahardan, bravo, vous avez tout dit. C'est le moment idéal pour changer tout le mindset du monde des affaires au Maroc. La solution sera certainement dans l'innovation. Allez-y, professeur. Alors, je voudrais revenir sur la question précédente, c'est-à-dire l'État, c'est le premier mauvais payeur. Bon, c'est vrai qu'il y a matière il y a à revoir, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'il y a un changement dans les administrations, des chefs de service, des chefs de division, des ministres, etc., eh bien, c'est tout qui change. C'est tout. C'est-à-dire, il y a des nouvelles personnes qui viennent, des nouvelles façons de faire. Et donc, les entreprises sont, je veux dire, doublement pénalisées par ces changements de personnes, au gré de certains. On change la façon de faire, on change la. Et pourtant, les règles sont claires. Mais il y a ce changement systématique dans les administrations qui font que, eh bien, il faut tout recommencer à zéro pour les PME. Et ça, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait une continuité des dossiers à chaque fois qu'il y a un changement au sein des ministères. Ça, d'une part. Alors, d'autre part, pour les trois questions qui m'ont été posées, effectivement, l'infrastructure éducative, eh bien, l'État est, je pense, est premier responsable d'avoir privatisé l'éducation nationale et l'enseignement supérieur à un moindre niveau, mais effectivement, il est aujourd'hui comptable de cette catastrophe. À mon humble avis, c'est une catastrophe d'avoir privatisé. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a des chômeurs, chômage partiel, il n'y a plus de classe moyenne, ça a aggravé avec la pandémie. Et comment ils vont faire pour payer l'école de leurs enfants? Comment? Moi, c'est ça ce que je dis au ministre de l'Éducation nationale. Comment vont-ils faire? Comment des millions de parents vont-ils faire aujourd'hui? Et ça, c'est une lourde responsabilité de l'État. Deuxième point, et ça serait bien, pourquoi pas, de renationaliser l'éducation nationale. Il faudrait peut-être y réfléchir. Vous m'avez posé la question pour changer tout le mindset du monde, des affaires. Effectivement, aujourd'hui, c'est une chance pour tout le monde bien de revoir sa copie à toutes les parties prenantes. Il n'y a pas du bon ou du mauvais. Il y a simplement quelque chose qui est passé. On fait un constat. On a une situation qui nous permet de faire. Voilà, c'est en temps de crise qu'on peut bien réajuster les choses. Tout le monde doit revoir sa copie. Tout le monde doit balayer devant sa porte. Et bon sang, essayons ensemble de revoir notre copie, effectivement, notre modèle, et surtout de retrouver de l'éthique dans les affaires. Toutes les parties prenantes, l'État, il y a de la corruption chez l'État, il y a de la corruption dans les banques, il y a de la corruption dans les PME, il y a de la corruption chez tout citoyen. Il faut que ça s'arrête. On ne pourra pas changer si on ne va pas dans l'éthique. Et enfin, vous m'avez posé une autre question, je ne sais pas laquelle. Non, c'était sur l'innovation. C'était sur l'innovation. Mais écoutez, l'innovation demande tout ça. Pardon. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. C'était très, très enrichissant et très riche. Je remercie le professeur Haj Khalifa d'avoir organisé ce webinaire. Je remercie le professeur Ahardan d'y avoir participé, professeur Azlahara, professeur Jay et monsieur Boudis qui nous a révélé le quotidien d'une entreprise en crise, pendant la crise. Merci beaucoup à vos interventions et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il faut cliquer ici? Où est-ce qu'on clique là? Voilà.